il n'y a aucun rapport entre le niveau d'amour sous la choupa et l'état du couple 5 ans après. On s'aime à la folie, on s'aime énormément, on se marie, mais où se trouve après le couple 5 ans après, ça ne dépend pas forcément de combien on s'aime. Dans l'expression de l'amour, c'est aussi comme un langage. C'est qu'on a un langage qui est comme un langage maternel, qui est un langage naturel pour nous. C'est notre manière naturelle d'exprimer notre amour, mais ce n'est pas forcément le même langage de notre conjoint. Et on arrive à des situations où on a l'impression de pédaler dans le vide, de faire énormément de choses, mais que ce qu'on fait n'atteint pas le but. Shalom à tous et bienvenue dans le podcast de Shofar. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Yorav Shmuel et Nava Belisha qui accompagnent depuis de nombreuses années des couples qui sont parfois en difficulté. Et on est juste avant Tou B'Av. Tou B'Av, c'est la date dans le calendrier juif où justement on s'occupe de ces sujets-là, des sujets d'amour, de couple. Et c'est clairement aujourd'hui un sujet qui préoccupe. C'est clairement un sujet, j'ai vérifié rapidement sur ChatGPT avant le podcast. On a 45% de divorces aux États-Unis, 45% je crois en France, et à peu près autour de 30% en Israël. Donc, c'est clairement un sujet qui nous préoccupe, et même les couples qui a priori tiennent et restent ensemble, on sait à quel point on est tous perfectibles et on a beaucoup de choses à faire mieux dans ce sujet-là. Et on est très heureux d'avoir aujourd'hui Shmuel et Nava Belisha pour nous guider un petit peu dans ce sujet-là. Première question, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à plonger dans ce sujet et pourquoi vous avez senti que c'était quelque chose d'important? On a pu plonger dans ce sujet. Tu veux dire? Alors, la vérité, c'est qu'on a commencé par faire des hadrachot, accompagnement de Khatanim et Kalot avant le mariage. C'était le but au début, juste de donner une bonne hadracha parce que nous, et Shmuel et moi, on n'a pas eu une très bonne hadracha avant le mariage, pas eu un très bon accompagnement et on s'est pas senti prêt. On est arrivé après le mariage, ni au niveau ilchati, ni au niveau du couple. On n'a pas senti que vraiment on avait une bonne préparation. Donc, à la base, c'était ça qui nous a, moi en tout cas, c'est ça qui m'a motivée à dire, les Hashem, j'aimerais apprendre comment faire la préparation avant le mariage et faire quelque chose de plus complet. Pas juste à la femme, qui est très important, et au niveau ilchati, voir vraiment que les calottes, elles comprennent tout, que c'est bien expliqué, que ça fait envie aussi. Et au niveau du couple, donner un peu d'histoire, de conseils, de marchava, de l'importance du couple. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, avec les années, on a vu que ce qui manquait beaucoup, c'était pas juste l'accompagnement avant le mariage, mais aussi après. C'est-à-dire avant le mariage, les gens, les couples, ils sont en bon mode, ils s'aiment, ils sont amoureux et tout va bien. Donc, ça va. Et la préparation, c'est un peu comme la théorie, c'est de la théorie. Et en fait, il y a le mariage, c'est le top. Et après le mariage, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait plus du tout d'accompagnement. Et plus que ça, les couples, ils se gênent de dire qu'ils ont une difficulté. Et tout le monde a des difficultés. Et en fait, on les revoit, ou Shmuel, il les revoit, et moi aussi, des fois, je les rencontre, que plusieurs années après, quand ils parlent déjà de divorce, quand ça va vraiment pas bien, ils traînent des problèmes pendant des années, des difficultés, et au lieu de s'en occuper quand c'est tout petit, c'est-à-dire quand c'est mamache au début, juste après le mariage, ça traîne, et après, ça arrive à des gros conflits, et très souvent, on les rencontre 4-5 ans après, quand ils parlent déjà de divorce. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une formation, en fait, après ce constat qu'on a eu avec Nava, on a commencé par introduire dans la formation au mariage, dans la préparation au mariage, des mifgashim, des rencontres après le mariage aussi. On a commencé à faire 2-3 rencontres après le mariage, mais on a vu que ça suffisait pas forcément. Moi, j'ai fait une formation après de Yoetz Zugi, de conseiller conjugal, et on s'est rendu compte que les gens comme Adi Nava viennent soit pour la théorie, la préparation avant le mariage, soit une fois qu'ils sont en crise, alors je les retrouve au moment de la crise, quand il y a déjà des mois ou des années, très souvent, souvent des années de frustration, de tension et de frustration, et c'est beaucoup plus difficile à ce moment de travailler. Donc on s'est dit depuis quelques temps déjà que le travail principal pour nous à faire, il est dans les premières années du mariage, après le mariage, pour que ça aille mieux, pour que ça aille bien, quand ça va déjà assez bien, pour que ça aille mieux et pas arriver à ces situations de crise. Ce qu'on a envie de faire ensemble aujourd'hui, c'est sûr que
des personnes qui sont déjà arrivées à une situation d'éloignement, de crise, etc., ont besoin de ces outils-là. Mais toute personne qui vit une vie de couple et qui a envie d'améliorer cette vie de couple, on sait à quel point on a souvent un long chemin à faire pour arriver au couple rêvé. Et ça nous intéresse en fait dans la pratique que vous avez d'avoir vu des dizaines de couples. Est-ce que vous êtes capable de donner, c'est sûr que ça demanderait, j'imagine, plusieurs sessions, mais de donner une erreur ou un outil particulier qui peut apporter énormément aujourd'hui aux vies de couple? Il y a une phrase en tête que j'ai retenue du Rav Berliner, chez qui j'ai étudié le conseil conjugal, où il disait une phrase assez choquante. Il disait, il n'y a aucun rapport entre le niveau d'amour sous la choupa et l'état du couple 5 ans après. C'est-à-dire qu'on se dit, on s'aime à la folie, on s'aime énormément, on se marie, mais où se trouve après le couple 5 ans après, ça ne dépend pas forcément de combien on s'aime. Et là, je pense qu'il y a le point peut-être pour nous, un des points qui peut le plus aider. Il touche principalement le sujet de l'amour dans le couple. Justement, l'amour, c'est quelque chose, c'est un besoin, on va dire, de base. C'est un besoin de chacun de se sentir aimé, d'aimer. C'est quelque chose de naturel que chacun de nous recherche et qui est nécessaire pour chacun de nous. Et on trouve une sorte de dissonance entre si je pose la question, par exemple, à des couples d'habitude, qui est-ce qui aime son conjoint? Alors, à peu près 100% des gens répondront oui. C'est-à-dire, moi, j'aime mon conjoint. Mais si on demande au conjoint, est-ce qu'ils se sentent aimés? Alors là, tout d'un coup, le niveau baisse énormément. Et là, il y a quelque chose de bizarre, qu'on fait énormément, on donne énormément, on a l'impression d'aimer, mais l'autre, la façon qu'on a d'aimer ne cause pas à l'autre, n'amène pas à l'autre le sentiment d'être aimé. Moi, j'entends beaucoup de femmes qui disent ouais, moi, je fais énormément pour mon mari. Moi, je lui montre énormément d'amour. Moi, dès qu'il arrive à la maison, je cuisine, j'ai tout rangé, j'ai fait les lessiers, je me suis occupée des enfants, je l'ai laissé dormir, je l'ai laissé aller avec ses copains et tout. Mais lui, rien. C'est une sensation que j'ai donné énormément. Moi, je donne énormément d'amour, mais que lui, il me donne pas. Il me donne pas autant que ce que moi je donne. Et chez les hommes aussi. Ken, beaucoup d'hommes disent, moi quand je suis toute la journée au travail, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants, c'est pour pas qu'elle ait besoin, très souvent j'entends ça, pour pas qu'elle ait besoin de travailler, pour pas qu'elle ait besoin de sortir, elle peut être beaucoup plus libre, elle peut aller faire du shopping, etc. Je le donne en travaillant. Le fait que j'aide, des fois, on a l'impression d'être des babysitters dans la maison quand on garde nos propres enfants, mais malgré tout, j'entends ça souvent, que je garde 2 fois par semaine les enfants, je m'occupe de leur faire les sandwichs le matin, etc. C'est énormément d'actions où l'homme, il veut par là, il sent qu'il donne dans sa zougiout, dans sa vie de couple, il donne à sa femme, et c'est pas forcément satisfaisant pour elle, c'est pas forcément quelque chose qui va être accepté de sa part à elle comme des marques d'amour et des marques d'attention. Ok, donc en gros, le premier point que vous amenez ici, c'est le fait que entre l'impression d'aimer et est-ce que c'est reçu de l'autre côté, il y a un décalage. Exactement. C'est-à-dire que je donne, mais je dois donner. Et c'est ça pour moi, pour nous, le challenge. C'est de réussir à aimer l'autre de manière à ce qu'il se sente aimé. C'est-à-dire que c'est la chayout, c'est notre responsabilité d'aimer l'autre de manière à ce qu'il se sente aimé. Et pas seulement dire, moi j'aime parce que c'est ma façon naturelle d'aimer. Ok, j'entends. Alors, à quoi est dû ce décalage? Tu vois, On peut faire les exercices. Peut-être, oui, c'est ça. Peut-être on te propose à toi de réfléchir 2 minutes. T'as pas besoin de partager, mais juste de te rappeler d'une situation où tu t'es senti aimé. Ça veut dire, pense maintenant la première situation qui te vient à l'esprit, d'une situation où tu as senti de l'amour, tu t'es senti aimé. Tu as une situation en tête? Ok. S'il y a d'autres gens qui écoutent, alors qu'ils se réfléchissent ici quelques secondes à une situation où ils se sentent aimés, où ils se sont sentis aimés. Et une fois que vous trouvez cette situation-là, de réfléchir, qu'est-ce qui a fait que je me suis senti aimé? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Quelles étaient les conditions réunies qui ont réveillé chez moi ce sentiment d'amour que j'ai ressenti? Ok. T'as quelque chose? Ouais. Parfait. Maintenant, la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Mais la plupart du temps, on a fait l'exercice aussi avec nos filles la semaine passée. La façon
par laquelle on va nous exprimer notre amour envers l'autre, elle est identique à la façon, à ce qui réveille chez nous le sentiment d'amour. C'est-à-dire que quand on a pris, par exemple, mes filles, on leur a demandé, c'était intéressant parce qu'on leur a demandé, C'est des jumelles. c'est des jumelles en plus, on leur a demandé quelle est la situation que vous êtes sentie, mais elles ont amené une certaine situation et c'était marrant, c'était la même situation, le même événement, mais quand on leur a demandé séparément, qu'est-ce qui a réveillé chez elles le sentiment d'amour, alors c'était des réponses complètement différentes. Dire, une, elle a dit qu'on m'a dit qu'on m'aimait, on m'a dit, vous m'avez dit que vous m'aimiez, et l'autre, elle a dit, vous avez investi pour moi, vous êtes investi du temps pour moi, etc. C'est deux choses complètement différentes, mais qui ont réveillé le sentiment chez elle. Ce qui était intéressant, c'est après, ça veut dire après quand une d'elles, je lui ai dit, comment toi tu aimes, comment tu exprimes l'amour envers tes copines, nous, tes parents, tes frères et sœurs, elle a dit, je leur dis que je les aime. Et la deuxième, sa jumelle, elle a dit, je fais des choses pour elle, je m'investis pour elle. Ça veut dire, donc là, l'exemple est très clair. L'exemple, c'est on reproduit. Exactement. On reproduit pour exprimer notre amour, on reproduit on reproduit le langage d'amour que nous on connaît en fait. Exactement. La plupart du temps, pas forcément le cas, mais ce qui est le plus important ici, c'est la conscience qu'on a des langages différents. Il y a un Yoed Zougi, un conseiller conjugal qui s'appelle Gary Chapman, qui a écrit un livre, Les 5 langages d'amour. Maintenant, dans ce livre, il a mis le centre du livre, c'est ça, c'est de dire qu'on a des langages différents. De même qu'on parle des langues différentes, on a des modes d'expression différents pour exprimer et pour ressentir l'amour. Et de même que c'est clair pour nous si on parle d'une langue qu'on ne peut pas se comprendre. Si on parle des langues différentes, si je parle allemand et Nava français, alors on ne va pas se comprendre. Ça me rappelle quand mon père, il a fait son alia, il était une fois dans le bus, il m'a raconté qu'il toussait beaucoup dans le bus. Et il y a un Israélien, lui, il comprenait pas, mon père, il comprenait pas un mot d'hébreu. Et il y a un Israélien qui a commencé à lui crier dessus. Il m'a dit, lui, il s'est énervé en français, il lui disait, mais qu'est-ce que tu veux, quoi, je suis malade, je tousse. Jusqu'à ce qu'il comprenne que l'Israélien, il lui proposait un bonbon pour la toux, quoi. Ça veut dire, il croyait qu'il lui criait dessus, alors qu'en fait, il comprenait tout simplement pas, le ton peut-être israélien et le ton suisse, bien sûr. Mais c'est pas possible de se comprendre, bien sûr, si on parle des langues différentes. La nouveauté qu'il amène ce Chapman ici, c'est que dans l'expression de l'amour, c'est aussi comme un langage. C'est qu'on a un langage qui est comme un langage maternel, qui est un langage naturel pour nous. C'est notre manière naturelle d'exprimer notre amour, mais c'est pas forcément le même langage de notre conjoint. Et on arrive à des situations où on a l'impression, comme a dit Nava avant, de pédaler dans le vide, de faire énormément de choses, mais que ce qu'on fait n'atteint pas le but. C'est ça, c'est-à-dire que la personne vient et dit, mais je fais déjà énormément d'efforts dans le sujet, et j'ai déjà beaucoup l'impression d'être pour l'autre et d'être face à l'autre, etc. Et finalement, la personne en face n'est pas satisfaite parce que c'était pas ça ce qu'elle était capable de recevoir. Ok. Donc le problème est clair, on a ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'on a des outils pour avancer là-dessus? Ok. Alors il donne 5 langages d'amour. Et le premier, c'est paroles valorisantes. C'est des mots. En fait, c'est exprimer l'amour par des mots d'amour, par des compliments, par des mots d'encouragement, par un ton qui est agréable, par des mots avec un ton qui est aimant, qui est agréable. Ce qui est très important dans les compliments, c'est que ça soit des vrais compliments. Ça veut dire que ça en général, c'est pas 9 cas dans nos couples, mais ça veut dire de dire plein de compliments, mais dans le vide, la personne, elle ne sent pas que c'est vrai, que c'est sincère. Il faut comme t'es super. Ouais, t'es génial, je t'adore. Bon, il faut que ça soit vraiment. Ça veut dire, t'es trop belle, ça te va bien. Il faut que ça soit un vrai compliment et pas. C'est bien des fois pour s'habituer à faire des compliments, d'en faire même quand on ne ressent pas vraiment. Ça veut dire de se forcer à faire des compliments. Mais il faut essayer de les daïeks, ça veut dire de préciser et que quand on fait un compliment, il soit sincère, mamache, parce que la personne en face, et on le ressent tous, on sait quand une personne en face, elle nous fait un compliment et que ça rentre vraiment, ou que ça passe parce qu'on a l'impression que c'est stable des mots. Donc ça, c'est un langage. Et ça peut être par des mots qu'on dit, par la parole ou par l'écrit. Mais c'est des gens qui se sentent aimés quand on leur fait des compliments, quand on leur dit à quel point on les apprécie. Il y a beaucoup de gens qui disent « je me sens pas aimé ». Il y a l'histoire du Rav Aviner, je ne sais pas si tu connais, qui est connu que
d'un couple qui vient le voir et la femme, elle se plaint qu'elle n'est pas aimée par son mari. Il lui demande pourquoi. 10 ans de mariage. Après 10 ans de mariage, elle n'est pas aimée par son mari. Il dit pourquoi tu dis que tu n'es pas aimé par ton mari? Il dit parce qu'il me dit jamais qu'il m'aime. Il me dit jamais qu'il m'aime. Il demande au mari, c'est vrai, tu lui dis jamais qu'il m'aime? Il dit non, c'est pas vrai. Je lui ai dit il y a 10 ans. Si ça avait changé, je l'aurais prévenu. Tant qu'il n'y a pas de changement, regarde. Et on n'est pas assez conscient que pour beaucoup de gens, c'est un besoin. Un besoin d'entendre, c'est un besoin de. Vraiment quelque chose qui amène à la personne à sentir qu'elle est aimée quand on lui dit je t'aime. C'est pas quelque chose de. C'est quelque chose. Non, je voulais te poser la question quand tu as dit que ça doit être sincère. Ça ne veut pas dire forcément peut-être que c'est naturellement que je le fais. Je peux aussi apprendre à le faire, mais il faut que ce soit sincère. C'est ça que tu dis. Pas C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, on verra pourquoi c'est important maintenant de catégoriser, si tu veux, les langages d'amour. Parce que tu dis comment on peut aider dans cette situation quand on parle des langages différents, comment on peut aider. Et en fait, la conscience qu'on a des langages différents, elle va nous permettre d'évoluer dans notre couple de plusieurs manières différentes. Je vais revenir là-dessus, on va revenir dessus après, mais d'abord, la première chose, c'est de pouvoir aussi apprendre un autre langage. C'est apprendre un autre langage, c'est pouvoir maintenant, même si je ne dis pas naturellement à ma femme que je l'aime, le fait que je suis conscient que pour elle, c'est quelque chose qui lui fait sentir aimé, alors c'est quelque chose que je vais devoir développer moi-même, de la responsabilité dont on a parlé avant. Mais on reviendra dessus après. Et donc, dans cette catégorie, il met à la fois des mots d'amour et à la fois des compliments qui ne sont pas forcément. Un compliment, c'est un compliment aussi que je pourrais faire à un collègue, etc. Un compliment, c'est. Ok, il met tout ce qui est de l'ordre du langage, écrit, oral, etc., mais qui finalement est vers l'autre et positif, il met ça dans la même catégorie. D'accord. Alors, c'est important aussi de préciser que ces 5 catégories, c'est pas, comme elle dit Nava, c'est pas Torah Missinai. Oui. Pas Torah Missinai, mais ça aide à ordonner les choses. Et la plupart du temps, ce qu'on va trouver comme langage d'amour, ce sera des détails de ces 5 catégories. Ouais. Ok. Bon. Très bien, super. Donc, on en a un. On en a un. Le deuxième, je vais en parler moi, puisque c'est mon langage à moi, c'est ce qu'on appelle le Zman Ichut. C'est du temps de qualité. Le temps de qualité, ça peut être bien sûr des discussions profondes, des partages en parlant. Ça peut être par la parole, mais ce qui nous intéresse là-bas, c'est pas forcément la parole. C'est le fait d'être ensemble. C'est le fait d'être ensemble, et ça, aujourd'hui, on n'a pas forcément l'habitude de le faire pleinement parce qu'on est distrait par énormément de choses, par des téléphones, par des obligations, toutes sortes de choses. Le fait d'avoir des enfants autour, Baruch Hashem, c'est des choses qui nous détournent en fait de la qualité du temps qu'on passe ensemble. On peut être dans la même pièce, on peut être keilou ensemble, mais en réalité, être vraiment ensemble, ça demande de s'investir, de prendre le temps et de garder du temps où on se déconnecte du reste et on est vraiment connecté l'un à l'autre. On prend du temps pour être ensemble, pour bien s'écouter l'un l'autre. Ça peut être aussi pour faire des choses ensemble. Des gens qui aiment faire certaines choses ensemble, c'est du temps de qualité aussi, du temps de complicité. C'est des temps vraiment, vraiment très importants pour le couple. Pour moi, c'est clairement, quand Nava m'avait fait l'exercice à l'époque, c'était vraiment pour moi clairement le langage que j'ai. C'est là que je sens quand Nava me réserve du temps, quand Nava elle prend du temps pour être avec moi, qu'on prend du temps ensemble, qu'on sort ensemble, pour moi, c'est clairement des moments d'amour. Et ma manière d'exprimer envers elle aussi, c'est aussi de lui réserver du temps, d'être avec elle, l'écouter pleinement, d'être complètement avec elle, tout simplement. Et pour moi, si déjà on est dans ce point, je me rappelle que tu m'avais donné un conseil il y a quelques années sur le fait que il y avait une espèce d'hygiène de combien de rencontres il faut par semaine, par année, par mois, etc. Donc voilà, j'aimerais que tu partages parce que ça m'avait pas mal apporté à l'époque. Je suis pas très bon dans les chiffres, mais disons comme ça que je pense que tu fais allusion à ce que je divisais en trois cercles. C'est qu'il y avait le kesher, on va dire le lien quotidien. Le lien quotidien, c'est toujours avoir un minimum vital. C'est pas maintenant quelque chose qui va approfondir la vie de couple, mais qui va maintenir la vie, le minimum vital, on va dire ça comme ça. Ça peut être un message, ça peut être un repas ensemble par jour où on mange tranquillement les deux, ça peut être boire un café ensemble. C'est un petit truc. Ça peut être un téléphone où on prend le temps de se parler au téléphone, même si on n'est pas l'un à côté de l'autre. C'est un minimum vital par jour. Ça paraît clair, mais c'est pas toujours le cas. Quand je parle d'un minimum vital, je parle pas, bien sûr, d'un rapport qui est technique. Ça veut dire, qui est-ce qui va prendre les enfants à l'école, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. Mais une rencontre affective, une fois par jour, c'est le minimum. Il faut plus, on parlera peut-être une autre fois, mais c'est minimum.
Après, ce sur quoi je veux insister peut-être maintenant, c'est ce qu'on appelle la Yetzia Shavuit, c'est de prendre une fois par semaine un temps de qualité, je ne vais pas dire de temps, mais disons une soirée, une matinée, un minimum, une fois par semaine où on est vraiment pleinement l'un avec l'autre, où on fait quelque chose qu'on aime faire, que ce soit une sortie, que ce soit aller manger, que ce soit quoi que ce soit, d'abord quelque chose qui est agréable pour les deux, où on est pleinement l'un avec l'autre, sans les téléphones, sans toutes sortes de distractions aussi au milieu. Pour moi, c'est ultra nécessaire dans la vie du couple parce que ça permet de toujours approfondir notre relation, de toujours Se rencontrer. se rencontrer, se connaître, parce qu'on évolue, on a l'impression de connaître l'autre, mais finalement, avec les années qui passent, des fois on entend des gens qui disent « je reconnais plus ma femme » 20 ans après. On évolue dans la vie et il y a des changements. Ce qui intéresse aujourd'hui Nava, c'est pas ce qui l'intéressait il y a 20 ans. Ce qui la préoccupe aujourd'hui, c'est pas ce qui l'a préoccupé il y a 20 ans. Et donc c'est important d'avoir un temps, tout le temps, en tout cas une fois par semaine, où on prend le temps de se parler, d'être ensemble. Pour moi, c'est assez nécessaire. À Et l'époque, tu disais, c'est justement en général en sortant de la maison. C'est-à-dire le fait de ne pas être à la maison où il n'y a pas forcément les tâches ménagères, où il n'y a pas le réveil de la petite qui va faire que ça va être un petit peu bouleversé, etc. Le fait de sortir et d'avoir un espèce de date une fois par semaine, c'est salvateur. moi, à l'époque, je le disais dans ce sens-là, que le fait de sortir, c'était justement d'éviter les distractions. Et quand on est à la maison, on fait la vaisselle, on fait ci, on fait ça. Puis là, quand il y a des enfants, alors ça devient impossible. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je disais au couple, si vous avez les disponibilités à la maison, il n'y a pas forcément besoin de sortir. Mais Nava, elle m'a convaincu du contraire. C'est-à-dire que, tu veux expliquer pourquoi, peut-être? Que le fait de sortir, et comme tu as dit, ça fait qu'on sort de tous les tâches ménagères, les enfants et tout. Et aussi, très souvent, on voit que quand quelqu'un il est en difficulté ou en conflit, le fait de sortir, de respirer de l'air, ça fait un stop comme ça. Ça stoppe tout, ça calme, ça remet les proportions. Il y a quelque chose de automatiquement qui calme quand on sort et on respire l'air. C'est quand le couple il sort de la maison et il y a quelque chose qui se calme, où on peut parler plus calmement, ça remet les proportions, on est avec d'autres gens dehors. Systématiquement, ça transforme la façon de se parler. Donc, je En fait, pense l'impression que j'ai, c'est que la plupart des couples, on va dire entre les âges de 25 ans à 50 ans, c'est l'âge où non seulement le côté travail est très intensif, les enfants, l'éducation des enfants est très intensive, et donc en fait, on passe dans une espèce de mode qui est un mode de machine de guerre comme ça, où on enchaîne les tâches, et le soir, on est déjà en train de prévoir les repas du lendemain, et puis il y a le mail auquel il faut répondre, etc. Et donc, le couple devient quelque chose qui est extrêmement voilà, extrêmement dans le faire, extrêmement dans la capacité de gérer le quotidien. Et, c'est quasiment faire une violence finalement à ce rythme-là, de dire on arrête tout, on stoppe, on crée une espèce de bulle, parce que sinon ça va à la catastrophe. Et sinon, on se retrouve dans 15 ans et on se dit, mais on se connaît plus. Mais mec, aussi, on a éduqué des enfants, on a tenu la maison, on a tout géré, parfait. Mais il y a énormément de couples qu'on entend après 15 ans, 20 ans de mariage qui ont l'angoisse de se retrouver seuls. L'angoisse de se retrouver l'un face à l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi on va parler? Ouais, ça c'est quand ça a tenu 15 ans. C'est-à-dire que c'est possible aussi que le fait qu'on ne se soit pas occupé pendant un certain temps, ben, à un moment ou à un autre, ça explose, quoi. Non. Et on a de moins en moins envie. Il y avait une autre sorte peut-être de temps de qualité aussi, que je pense aussi est très très important, c'est les vacances en couple. C'est-à-dire c'est quelque chose aussi que nous, on a fait pendant les 5 premières années de mariage, on n'avait pas encore d'enfants, et donc on allait tout le temps en vacances en couple. C'était naturel pour nous d'aller en vacances en couple. Et après, depuis la naissance de l'aîné jusqu'à ce que les jumelles aient 2 ans, c'est-à-dire en tout à peu près une période de 5 ans, on n'a pas fait du tout de vacances que les deux. Et bon, c'était pour nous un manque, un manque qu'on a ressenti dans la qualité de notre couple. Et dès qu'on a recommencé à le faire, ça a revigoré, je ne sais pas comment on va dire ça, la vitalité du couple. Et c'est quelque chose, d'après moi aussi, qui est important parce qu'il nous permet aussi de nous remettre dans cette situation où on n'est que les deux, comme un jeune couple, dans une situation où tout ce qui nous rappelle en fait le début de notre relation de couple, les années du début du mariage, et ça met de côté justement tout ce dont tu as parlé, que quand on est pris par la vie, on est pris par tout. Alors,
peut-être que ça aide un peu 2 heures par semaine, comme ça, une soirée par semaine. Mais d'avoir 2-3 jours comme ça, ou plus, pour ceux qui peuvent se le permettre, 2-3 jours, où on n'est que les deux en vacances, c'est quelque chose où on se déconnecte vraiment. C'est-à-dire, il y a vraiment une déconnexion du quotidien, et ça permet de nous remettre. J'avais un arabe qui disait que c'était il appelait ça Yemé Gan Eden, de même qu'il y avait que Adam et Chava au Gan Eden, alors dans la même situation. Et c'est quelque chose qui aide énormément, je pense aussi dans la otma du regesh, de l'émotion, des sentiments, qui apporte énormément pour le couple et qui donne des forces, je pense, pour plusieurs mois après, bien sûr en respectant le reste aussi, mais c'est quelque chose qui donne beaucoup de force. Pour moi, c'est clairement quelque chose qui n'est pas évident parce que c'est un peu comme si la plupart des couples se disaient on va pas s'accorder ça. Les vacances, c'est les vacances pour les enfants, c'est pour être là pour les enfants. Déjà, on les voit pas, on a tous une culpabilité comme ça sur notre manière d'être. Est-ce qu'on est absent ou présent suffisamment pour les enfants, etc. Donc le fait de dire j'accorde ce temps-là pour le couple, c'est pas du tout évident quoi, de se dire c'est suffisamment important pour laisser les enfants quelques jours, prendre les grands-parents qui vont s'occuper. D'ailleurs, on incite ici les grands-parents à aider les jeunes couples et à venir au secours des couples voilà, dans ces âges-là. Mais vraiment, je pense que ça demande un switch de pensée, de dire c'est suffisamment important pour qu'on s'accorde 2-3 jours comme ça par an où on est sur les enfants. Ce qui peut aider peut-être aussi à ça, c'est la conscience que pour les enfants aussi, c'est le mieux. Ça veut dire que j'ai eu un couple une fois dont le mari ne voulait pas partir parce qu'il avait peur que les grands-parents mettent des films. Eux, ils ne regardaient pas de films et mettent des films. Je lui ai demandé quel genre de film. Bon, il a dit des Mahon Meir, je ne sais pas si on peut dire. Et je lui ai dit finalement l'influence que va avoir le film de Mahon Meir sur ton enfant, même si tu n'as pas envie toi de le dire, et je respecte, de lui montrer, mais l'influence d'avoir vu une fois un film ou deux dans sa vie, par rapport au bienfait que va avoir les quelques jours de vacances que tu vas avoir avec ta femme et que tu vas revenir à la maison plein d'amour envers ta femme, beaucoup plus patient, beaucoup plus proche de tes enfants aussi, grâce à cette période-là, finalement, c'est bien plus bénéfique pour l'enfant aussi, et pas seulement pour les parents. C'est pas aux dépens des enfants, mais c'est pour eux aussi. Ouais, évidemment. Ça peut aussi aider. Super. Donc là, c'était le deuxième langage d'amour qui est ce zman echut, ce temps qualitatif qui est uniquement pour le couple. Et donc, on a parlé de quelque chose qui est quotidien, quelque chose qui est chaque semaine et quelque chose qui serait une fois par an comme ça. Ok, super. Ça, c'est le deuxième langage d'amour. Ok, troisième, c'est moi. Parce que c'était mon langage. Alors, troisième, c'est les cadeaux. Maintenant, les cadeaux, ça doit être un cadeau, ça doit être quelque chose qu'on peut tenir dans la main et dire, il a pensé à moi. C'est pas obligé d'être quelque chose de cher, ça peut être une fleur, ça peut être une lettre, ça peut être, c'est-à-dire, ça peut être aussi un bijou, un outil pour la maison. Une voiture, une maison. On peut pas tenir, mais c'est-à-dire, mais quelque chose qu'on peut sentir, comment on dit? Sentir dans les mains et dire, il a pensé à moi ou elle a pensé à moi. En français, on appelle ça une attention. Ouais, matériel. Ça se dit aussi. Matériel, oui. Ça doit être matériel. Une surprise aussi, ça peut être. Tu dis c'est matériel, c'est-à-dire forcément un objet ou quelque chose. Et si c'est un mot sur le frigo ou ça entre dans quoi? Ça entre plus dans les mots. Dans les paroles. Ouais. D'accord. Et regarde que c'est une lettre, c'est aussi quelque chose de matériel qu'on peut tenir. Mais c'est pas les paroles là, c'est l'attention, comme il dit Gabriel, c'est l'attention qui crée, qui amène, qui apporte ici le sentiment d'amour. Ken. Moi, quand j'ai fait l'exercice sur moi, alors la première situation qui m'est montée à la tête, c'était quand j'essayais d'ouvrir des cours de couture. J'apprenais la couture pour enseigner la couture il y a 10-15 ans. Et Samy est revenu un soir avec 2 machines à coudre qu'il m'avait achetées pour commencer à enseigner la couture. Et je le revois comme ça à l'entrée, et j'ouvre la porte et je le vois avec 2 machines à coudre comme ça. J'étais waouh! Il a vraiment pensé à moi. Waouh! Et très marrant, c'est que ce qui est très fort chez nous, c'est qu'on n'a pas le même langage. Pas du tout. Moi, c'est mon langage. Et je pense que je l'ai reçu de la maison de ma mère. Ma mère aussi, elle adore faire des cadeaux. C'est comme ça qu'elle exprime son amour.
Et donc, très souvent, je lui ai acheté des cadeaux. Attends, ouais, ça, alors, c'est un, non, c'est un point. Et 2 secondes, et je l'ai retrouvé. Il n'en avait rien à faire. Il est mis dans un tiroir. Et je l'ai retrouvé des mois après, neuf. Il n'en a rien fait. Moi, C'est pas possible. Ça, c'est encore peu par rapport à ma réaction quand elle me donnait le cadeau. C'est-à-dire, ça, c'est le pire. C'est que pour moi, acheter, de même qu'elle dit qu'elle a grandi dans une maison où les cadeaux, c'était assez central. Et je me rappelle, chez sa famille, il n'y a pas un anniversaire qui passe entre les frères et sœurs où il n'y a pas un cadeau important. Et chez nous, je sais pas, la dernière fois que j'ai offert un cadeau à mes sœurs ou que j'en ai reçu un, c'est pas du tout chez nous un point, un langage. C'est pas du tout important. Pour moi, quand Navel, elle me disait qu'elle a acheté quelque chose, qu'elle m'a acheté quelque chose, pour moi, elle a acheté quelque chose. Un achat, c'est, il faut vérifier est-ce que c'est utile ou pas. C'est utile, ouais. C'est utile, ça a coûté combien, c'était chavé ou pas. C'était en solde, etc. De l'acheter ou pas. Tu vois, c'est-à-dire et une réaction comme ça, quand elle me donne un cadeau, bien sûr qu'elle, c'est la. C'est une cata. C'est catastrophique. Ça veut dire que plusieurs fois, on a eu des tensions autour de ça, qu'elle achetait quelque chose. Et moi, je disais, je ne sais pas si ça valait la peine d'acheter maintenant. Et ça, alors que je n'étais pas du tout conscient qu'en fait, ça paraît vraiment très bizarre. Ça veut dire d'être aussi important que ce que je dis. Mais pour moi, vraiment, ce n'était pas quelque chose d'important de s'acheter quelque chose. Vraiment pas. Et c'est quelque chose que j'ai dû plus apprendre, justement, quand elle parle des machines à coudre. C'était après des années où il n'y a pas de cadeau. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose d'important pour moi du tout. Et en fait, la question que ça soulève, cette histoire-là, que cette histoire vous rapporter, c'est est-ce que c'est à celui qui donne de s'adapter au langage d'amour de celui qui reçoit, ou est-ce que c'est aussi à celui qui reçoit de s'adapter au langage d'amour de celui qui aime donner de cette manière-là? Ou est-ce que les deux réponses sont correctes? Oui, ça veut dire que, comme je dis avant, l'important, l'intérêt d'être conscient de la différence des langages, de quel est mon langage d'amour et quel est le langage de mon conjoint. Il y a, d'après moi, 3 points. Il y a, d'abord, pour aller dans ce que tu as dit en premier, la responsabilité sur moi, d'apprendre à parler une autre langue pour pouvoir exprimer envers l'autre ce dont il a besoin, c'est-à-dire de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Et donc ça, c'est le premier point. C'est aussi ma responsabilité de pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Mais il y a aussi l'autre côté, comme tu dis, le fait d'apprendre à comprendre le langage de l'autre, à voir que ce que l'autre fait maintenant, il y a maintenant une expression d'amour envers moi, ça m'aide moi aussi à ressentir de la karatatov, de la reconnaissance, de la gratitude envers, et ça rapproche aussi, ça permet à l'autre que ce qu'il exprime, ça trouve une adresse finalement, et ça arrive à mon corps. Et donc c'est dans l'exemple que tu as donné, c'est l'attention que Nava t'avait fait, tu vas pas commencer à poser la question de est-ce que c'était en solde, mais tu vas voir là-dedans qu'il y avait un geste qui t'était destiné, quoi. Exactement. Et moi, de mon côté, je vais réfléchir quoi lui offrir pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que je vais moi aussi réfléchir à comment pouvoir lui apporter dans son langage à elle. Ok, j'ai compris, super. Très bien. En gros, c'est vraiment des deux côtés, quoi. Super. Donc là, on a fait 3 langages déjà. Ouais. Super. Le quatrième. Rien, tu veux dire? C'est, on va dire, la Ezra, l'aide et les shirut, c'est-à-dire le service. Ça veut dire tout ce qui est aide, service, des choses qui sont par les actes, en agissant. Ça peut être des tâches ménagères comme faire la vaisselle, la lessive, cuisiner l'un pour l'autre, etc. Tout ça, ça entre dedans. Ça peut être aussi un peu plus élargi d'organiser le jardin ou la voiture, s'occuper de la voiture, s'occuper de toutes sortes de choses, faire des travaux dans la maison, repeindre les murs, Bekarov, Bezrat Hashem. C'est des choses dont l'autre a besoin comme aide, comme service, et il va sentir par là de l'amour. Alors, je suis pas hyper convaincu moi en parlant parce que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que je ressens ou que ma manière naturelle d'exprimer. Mais on avait, juste pour donner un exemple un peu faux, a priori, mais on avait des voisins où notre voisine, elle disait que quand elle voyait son mari faire la spongia sur le sol, c'est-à-dire nettoyer le sol, elle tombait amoureuse de lui chaque fois de nouveau. Ça paraît bizarre pour nous, parce que pour moi, parce que moi, je ressens pas les choses comme ça. Mais il y a des gens où de l'aide et un service, c'est quelque chose pour eux qui les remplissent. Moi, j'entends beaucoup de femmes. Elle a un rapport à son sol qui est tout à fait particulier. En fait, le sujet, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une aide à l'autre? Par exemple, si ta femme a un problème pour gérer, je sais pas quoi, tel dossier bureaucratique, tu dis, bon, ok, moi, je le fais.
ok, mais c'est quelque chose qui a priori était pour elle. Ou est-ce que par exemple, quelque chose qui est plus en rapport avec la maison, de manière générale, une maison, ça demande évidemment de, beaucoup de tâches, etc., qui sont pas forcément pour le conjoint, qui sont de manière générale pour la famille. Ouais, je pense. Mais je pense que ça doit être quelque chose où la personne, vraiment, ça lui fait plaisir que Dafka, son conjoint, fasse ça pour elle. Je veux dire, par exemple, moi, j'entends beaucoup des femmes qui disent, c'est fou, moi, je fais les lessives, justement, je fais à manger, je garde les enfants. Et elles n'ont pas envie d'une femme de ménage qui les aide. Elles ont envie Dafka de voir leur mari faire la lessive et d'autres où elles disent, ça m'est égal que ce soit mon mari ou une femme de ménage. L'essentiel, c'est que ça soit fait. La différence, est-ce que c'est son langage ou pas? Une femme, c'est son langage. Elle veut voir son mari le faire. Elle n'a pas envie de voir une femme de ménage le faire. Elle veut voir son mari. C'est comme cette voisine qui m'avait dit, moi, quand je vois mon mari faire la spondiage, je tombe amoureuse. Je dis, waouh, waouh, magnifique. Je sais pas. Et bien, mec, c'est hyper intéressant que Shmuel, c'est pas du tout son langage. Ni il attend de moi quand il rentre à la maison de voir la maison rangée, les lessives et tout. Lui, forcément, c'est ce qu'il va faire pour exprimer. Ça veut dire pour lui, c'est égal que ce soit une femme de ménage ou pas, car que ce soit fait. Ce serait intéressant de faire 2 études à partir de cette théorie. Premièrement, c'est de voir est-ce qu'il y a un pourcentage pour chacune des 5 langages, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus et moins, et est-ce que aussi il y a une différence entre hommes et femmes. Est-ce que les hommes vont plus vers certains langages où ils se sentent aimés de cette manière-là, est-ce que les femmes vont plus vers un certain langage où ils se sentent aimés. J'ai une petite idée sur certains sujets, mais voilà. Mais pour l'instant, on va laisser le suspense. Tu feras déjà le test dans ton couple et dans ta famille. On va faire un sondage sur Chopard, ça va être intéressant. Ouais, c'est une bonne idée. Ok, super. Donc là, on a fait le quatrième langage. Le 5e langage, c'est c'est le contact physique. Ça veut dire le contact physique. Je parle d'un contact agréable, pas de Krav Maga, bien sûr. Ça peut être tout simplement se prendre la main, ça peut être se prendre dans les bras, ça peut être s'embrasser, c'est des relations intimes, c'est tous les niveaux de contact physique, mais c'est d'avoir un certain contact physique. C'est ça qui va, chez la personne, lui donner cette troucha de kirva, de proximité envers l'autre. Et pour beaucoup de gens, c'est d'abord, pour la plupart, c'est un besoin, mais quel est le niveau, disons, de besoin et quelle est la manière d'exprimer cette proximité par le contact physique? Ça, on voit des différences énormes entre les couples et dans les couples, entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'est des choses qui varient énormément. Mais c'est un besoin de base, on va dire, d'avoir un contact physique. Et pour des gens, le fait de venir prendre l'autre dans les bras, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et pour eux, c'est vraiment la manière de ressentir la proximité avec leur conjoint. Et pour d'autres, pas tellement. C'est-à-dire pour d'autres, ça veut dire que, ok, qu'est-ce qui vient et qu'il me prend dans les bras alors qu'il me dit rien, il n'a rien fait dans la maison, il est pas du tout proche de moi au niveau de ses paroles, de sa tichorette, de sa communication. Et juste, il vient au niveau physique. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout forcément accepté par l'autre. Alors, l'autre, rien que le fait de venir et de prendre dans les bras, ça va les remplir. Ok, super. Ouais, je comprends bien. Non, c'est important de dire que Bechol Mikre dans un couple, c'est obligatoire. C'est-à-dire que c'est un besoin obligatoire. C'est-à-dire, à part, si on met 2 secondes, les langages d'amour, c'est une base dans un couple d'avoir de la tikshorel, ça veut dire une bonne communication, et du maga. C'est pas quelque chose où on peut les bâtir, même si c'est pas notre langage d'amour. C'est là Torah Messinaïm, c'est-à-dire c'est langage. Ok, donc toi tu dis évidemment que quoi qu'il arrive, c'est un sujet qui doit être au centre, etc. Mais tu vas avoir quand même, on va dire, une variation entre ceux pour qui ça va principalement s'exprimer, ça va être leur manière d'exprimer leur amour et leur manière de recevoir l'amour, et ceux pour qui un peu moins ou pas forcément. Ok, donc là on se retrouve avec ces 5 langages-là. Ce que je trouve intéressant dans ces 5 langages-là, c'est que déjà, tout simplement, ça crée une prise de conscience. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, en fait, on se subit sur ces sujets-là. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on n'est même pas conscient qu'on a un langage et pas un autre qui nous parle, et que c'est la personne en face aussi va avoir un langage et pas un autre.
D'ailleurs, pour nous, c'est la norme. On n'est pas forcément conscient que c'est ça notre manière de percevoir des choses. Donc, je pense que le premier point qui est important dans la thèse que vous avez exposé, c'est qu'à partir du moment où on a ces catégories-là, on peut commencer à réfléchir. On peut commencer à réfléchir à qu'est-ce qui convient à notre conjoint, qu'est-ce qui nous convient à nous, etc. Et ça pose au moins ça pose le champ lexical. On peut commencer à en parler, en fait. Mamash. Exactement. C'est le principal but, et d'en parler ensemble, justement, de prendre conscience, d'en parler ensemble. C'est quelque chose qui renforce aussi le fait, tout simplement, comme on a dit avant, d'être conscient que les choses, quelqu'un qui rentre à la maison et qui voit que, je sais pas, le repas a été fait, c'est quelque chose qui peut lui paraître comme allant de soi, alors que s'il est conscient que par exemple, si c'est la femme qui cuisine, si sa femme, elle a cuisiné le repas et que par là, elle exprime de l'amour envers lui, il va voir ça complètement différemment. C'est-à-dire qu'on va aussi renforcer, même avant de faire quoi que ce soit comme changement au niveau des actions, la confiance même, elle permet aussi de renforcer toutes sortes de bonnes choses dans le couple, comme la reconnaissance. En fait, ce que je pense, c'est que la plupart des gens, en tant que le couple, on va dire, fonctionne et on a envie d'exprimer de l'amour à l'autre. Et le fait de savoir que peut-être qu'on vise à côté, peut-être qu'au final, ça change tout. Au final, une fois que tu as cette donnée-là et que tu sais que maintenant tu vas pouvoir plus investir dans le langage qui va, a priori, plus donner ses fruits et plus permettre à la personne en face de recevoir, ça peut faire un véritable changement. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile parce que dès que tu sais, souvent, la frustration, elle est que t'essayes et tu pédales dans le vide. Alors que si tu comprends que ton conjoint ou ton enfant, le méchant, et après, ça peut aussi s'élargir à tous les gens autour de toi. Mais ce qu'il a besoin maintenant, c'est que tu lui dis « je t'aime ». C'est hyper facile. Au lieu d'aller chercher des cadeaux, alors tu lui envoies un message « je t'aime » avec un cœur et il se sent aimé. Et c'est kiff. Ouais. Clairement. Waouh, c'est clairement un outil important. Je me rappelle, Shmuel, qu'il y a quelques temps, tu m'avais dit que souvent, tu as cette frustration que tu vois les couples arriver assez tard, en fait. Assez tard, une fois que les choses ont été abîmées, une fois qu'il y a une perte de confiance de certaine manière, etc. Et j'aimerais 2 secondes que tu développes justement ce point-là, parce que je sais que vous essayez de plus en plus de créer cette prise de conscience de pas s'en occuper trop tard, de s'en occuper au plus tôt. Et je sais que vous avez essayé de mettre en place différents formats comme ça pour que même les couples où a priori ça va, ça se passe bien, etc., aussi commencent à se préoccuper de ce sujet-là. L'idée que j'avais reçu ça un peu de la médecine, c'est une comparaison un peu avec la médecine aujourd'hui on a l'habitude que le médecin, son rôle c'est de guérir le malade, d'aider le malade à guérir. On m'avait dit que, je m'y connais pas, mais on m'avait dit qu'en Chine, la médecine chinoise, c'est d'aider les gens à rester en bonne santé et pas à s'en occuper une fois qu'ils sont malades. C'est dans la même idée, disons, que je me dis c'est dommage de rencontrer les couples qu'à cette période-là, où c'est déjà une période de crise et c'est beaucoup plus difficile à remettre en place, alors qu'on peut s'en occuper dès le début dans une bonne hygiène de vie justement de couple. Dès le début. Maintenant, les moyens pour aider à ça, nous principalement, c'est maintenant on essaye d'élargir les hadrachot, c'est-à-dire les préparations au mariage, de faire une préparation au mariage qu'à des couples qui veulent aussi, ça veut dire d'essayer de, en tout cas, centraliser la hadracha sur des couples qui veulent aussi, dans la première année, faire un travail sur eux, de mettre, c'est un travail qui est agréable, c'est pas un travail qui est dur, c'est un travail qui est agréable, mais d'investir dans leur couple, c'est-à-dire d'investir dans leur couple, de mettre toutes les chances de leur côté, que de pas être dans les mauvaises statistiques que tu as citées au début, et au contraire, d'apprendre tous les outils qu'on peut nous apporter au couple. Donc, d'abord que la hadracha, comme j'ai dit, elle sera centralisée aussi sur un suivi après le mariage, c'est-à-dire avec Nava et moi, qui contient entre autres un atelier, plusieurs rencontres avec les couples qui se sont mariés dans la même année. Je pense qu'on ouvrira le prochain atelier après les fêtes, Bezrat Hashem, on fera de la pub en temps venu, mais le but c'est que les couples viennent et du temps justement de qualité pour investir sur leur couple, pour apprendre des choses, pour se découvrir mieux, pour apprendre les langages d'amour. C'est un sujet, mais il y a énormément de sujets qui permettent aux couples de mieux se découvrir, de mieux apprendre à se connaître, d'améliorer leur communication
énormément de difficultés qui viennent autour de la mauvaise communication qu'on a dans le couple. Ça peut être le rapport avec la belle famille aussi, de comment développer son couple avec une certaine intimité tout en respectant la famille et la belle famille, qui est pas facile. Il y a énormément de sujets, d'après moi, qui peuvent aider les couples dans leurs premières années de mariage pour éviter justement d'arriver à ce genre de situation. Après, Ok. Ça donne envie de faire des épisodes, des suites. Déjà là, on nous a dérangé pendant les vacances pour arriver à la bonne date pour tout Béham. Voilà, on essaiera de faire une suite parce qu'il y a évidemment plein de sujets. Je pense que la communication, c'est clairement un sujet. Et en fait, aussi réfléchir à, une fois que les choses ont commencé à s'abîmer, une fois qu'il y a eu une espèce il y a déjà eu des accrochages, etc., comment on arrive à reconstruire tout ça. Donc, c'est des sujets qui à mon sens, ont toute leur place et on doit y réfléchir. Et si les chiffres sont aussi alarmants à nos générations, c'est qu'on doit apparemment remettre ça au centre et remettre ça dans notre réflexion et trouver les outils et pour réussir à faire refleurir tout ça. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps. On est tard le soir et vous êtes en vacances et vous avez pris le temps de répondre à mes questions. Merci infiniment, Shmuel et Nava. On va mettre un contact pour les personnes qui veulent continuer à approfondir avec vous. On va mettre un contact en description de la vidéo. J'espère à très vite. Merci beaucoup et tout Béham Sameach. merci à toi. À bientôt, Bezrat Hashem.